En octobre 2022, un explorateur qui se considérait comme chevronné décida de se lancer un défi, s'aventurer dans des zones encore inexplorées d'une grotte située sur une propriété privée. Une bonne partie de l'exploration se déroula sans problème pour un habitué comme lui. Mais sur le chemin du retour, un événement imprévu survint. Un de ceux qui marquent à jamais l'esprit de quelqu'un. Salut à tous et bienvenue de retour sur Abysseur. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire d'exploration souterraine qui a très mal tourné. Et bien sûr, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, ça m'aide énormément. Le 7 octobre 2022 avait commencé comme une journée ordinaire dans les collines boisées du Dakota du Sud. 3 spéléologues se tenaient devant une entrée discrète de la Mystic Cave, un réseau souterrain encore peu documenté, niché sur un terrain privé. Parmi eux se trouvait un spéléologue aguerri. Son nom n'a pas été communiqué dans la source où j'ai trouvé cette histoire pour vous, mais il était décrit comme grand, mince et endurci par des années de pratique dans les escalades et les passages exigus. Il vérifia sa lampe frontale, testa ses piles et passa en revue le matériel de cartographie. Ses compagnons, eux aussi expérimentés, portaient des sacs à dos légers contenant de l'eau, des barres énergétiques et quelques instruments topographiques supplémentaires. L'objectif de la journée était d'explorer et cartographier un nouveau passage récemment dégagé, situé dans la partie la plus reculée de la grotte. Ils pénétrèrent dans la Mystic Cave vers 9 h du matin. Le début du parcours était relativement confortable, avec des galeries larges et suffisamment hautes pour marcher debout, mais cela changea rapidement. Ils se retrouvèrent bientôt à ramper dans des tunnels si étroits que leur corps touchait le sol à chaque mouvement. Après environ 40 minutes de progression, ils atteignirent ce qui était jusque-là considéré comme le point le plus éloigné accessible. Une petite salle dont le plafond était si bas qu'il fallait constamment rester courbé. Dans un coin presque invisible, à l'œil non averti, une ouverture révélait des traces d'excavation récentes. Lors de précédentes explorations, ce point avait été élargi à la main, creusé juste assez pour laisser passer un corps humain. Au-delà, le territoire était encore vierge de toute cartographie. Notre spéléologue, expérimenté, se proposa d'y aller en premier. Bien que sa grande taille représentât un désavantage évident dans des passages si étroits, il maîtrisait parfaitement les techniques nécessaires pour se faufiler là où la plupart n'oseraient même pas s'engager. Tranquillement, il inspecta l'ouverture avec sa lampe frontale, ôta son casque qu'il posa à côté. Le passage mesurait au plus entre 23 et 25 cm de haut, avec un virage serré à droite presque dès l'entrée. Il s'allongea et entama lentement le processus d'infiltration dans la fissure. Le contact du rocher froid contre sa poitrine et son dos lui fit perdre sa chaleur corporelle presque instantanément. Il n'y avait aucun espace pour lever la tête. La seule manière de voir était de tourner légèrement le cou, ce qui devenait vite inconfortable. Après avoir progressé sur près de 2 mètres, il rencontra le premier véritable obstacle, un virage à angle droit. Il fallait coordonner chaque mouvement avec précision. Chaque centimètre gagné faisait frotter ses vêtements contre les parois, une résistance qu'il ne pouvait surmonter qu'en forçant physiquement. À peine cette première courbe passée, une autre se présenta, dans le sens opposé cette fois, formant une sorte de S, la véritable épreuve de cette expédition. Malgré cela, il continua, adaptant son corps aux exigences du boyau. À la deuxième courbe, la difficulté se corsa. Une fois celle-ci franchie, le tunnel remontait brusquement vers une petite cavité où il pouvait enfin s'asseoir. Cette découverte lui apporta un bref soulagement. Il venait de pénétrer dans une zone encore inconnue, possiblement précieuse pour la cartographie du site. Il respira profondément, profitant de l'espace, avant de réfléchir au chemin du retour. Il allait devoir redescendre la pente, la tête la première, puis franchir à nouveau le passage en S, mais cette fois en sens inverse. Les ennuis commencèrent dès qu'il se positionna pour repartir. En tentant de redescendre, il se rendit compte que l'angle d'approche était bien plus compliqué depuis ce côté. Son corps,
qui s'était naturellement plié pour entrer, résistait désormais aux torsions nécessaires pour ressortir. Ses jambes, surtout, ne parvenaient pas à reproduire les mouvements que ses bras et épaules avaient exécutés plus tôt. Après environ 15 minutes d'effort, il reçut le premier signal d'alerte sérieux. Il ne parvenait plus à faire passer ses jambes à travers la deuxième courbe. Il essaya plusieurs positions, sans succès. Chaque tentative infructueuse vidait ses forces et accélérait son rythme cardiaque, rendant sa respiration de plus en plus saccadée dans cet espace minuscule. Il avait l'impression que le tunnel se refermait sur lui, même s'il savait que ce n'était qu'une sensation. Ses compagnons, restés dans la petite cavité de l'autre côté, commencèrent à s'inquiéter. Il pouvait à peine atteindre ses mains tendues. Ils essayèrent de le tirer pendant qu'il poussait avec ses jambes, mais l'angle du passage jouait contre eux. Après une heure de tentatives vaines, la gravité de la situation devint évidente. Il était complètement coincé, incapable de bouger de plus de 50 cm dans un sens comme dans l'autre. La position était extrêmement inconfortable. La température, autrefois agréable, menaçait désormais sa santé. Sans pouvoir bouger pour générer de la chaleur et en contact direct avec la roche glacée, le risque d'hypothermie devenait très réel. Après 2 heures, ses compagnons prirent la difficile décision d'aller chercher de l'aide. L'un d'eux resta avec lui tandis que l'autre entreprit le retour vers la surface, une marche d'environ 40 minutes pour alerter les secours. Vous pouvez imaginer que rester des heures ainsi, bloqué dans l'obscurité, était bien plus terrifiant encore que la douleur physique. Le temps semblait figé. 4 heures après qu'il se soit retrouvé piégé, les premiers secouristes arrivèrent, des spécialistes locaux du groupe Paasapa Grotto, formés au sauvetage en milieu souterrain. Ils apportèrent de la nourriture, de l'eau, des poches de chaleur, un fil de communication vers la surface et surtout des outils pour élargir le tunnel. Le sauvetage fut une épreuve dès les premières minutes. Même les plus petits des sauveteurs parvenaient à peine à atteindre sa tête et une main. La perceuse à percussion, leur outil principal, ne pouvait être utilisée que dans des positions très inconfortables, ce qui en limitait l'efficacité. Chaque fragment de roche arraché représentait une petite victoire, mesurée en centimètres. Conscients des signes d'hypothermie avancée, les secouristes intensifièrent leurs efforts. Ils envoyèrent davantage de poches chauffantes et couvrirent les parties du corps accessibles avec des couvertures de survie. Pendant toute la nuit, les équipes se relayèrent pour continuer à percer. Le vacarme dans cet espace exigu était assourdissant et la poussière de roche irritait ses yeux et ses poumons. Mais chaque gravier enlevé rapprochait un peu plus de la libération. Vers la 15e heure de sauvetage, ils avaient enfin dégagé assez de place pour lui permettre de plier légèrement les genoux, un changement de position, son premier en plus de 12 heures. Ce petit progrès raviva son espoir. Aux alentours de 6 heures du matin le 8 octobre, après 18 heures d'immobilité totale, l'effort final fut le bon. Tiré par des sangles, il sentit son corps glisser à travers le passage élargi. Dans la petite salle, juste après l'endroit où il était resté coincé, il fut immédiatement enveloppé dans des couvertures thermiques et reçut des boissons chaudes. Malgré tout, il ne souffrait d'aucune blessure grave. Le retour vers la sortie prit 2 fois plus de temps qu'à l'aller. Lorsqu'il émergea enfin à la lumière du jour, il savait qu'il ne verrait plus jamais les passages étroits de la même manière. Ce qui autrefois n'était qu'un défi technique devenait désormais un danger à considérer avec un respect absolu. Si cette histoire vous a captivé, attendez de découvrir celle qui s'affiche maintenant à l'écran, où une aventure apparemment aussi simple a tourné bien plus mal encore. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé, cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.